Donc, Mustapha, vous êtes en direct, hein. On est en direct là. Ok, ok, donc écoutez, on va commencer d'ici 1 ou 2 minutes, le temps de faire les dernières mises en place. Et le Facebook Live avec Karim Akouche à partir de la CB sera disponible d'ici 1 ou 2 minutes encore. Ah bon, d'accord. Dernier préparatif donc, avant de commencer l'entretien avec Karim Akouche, en direct de la CB pour nous et en direct chez lui, je suppose, au Québec, pour Karim Akouche. Je pense que... Donc, j'espère que le direct fonctionne. Nous allons commencer l'entretien avec Karim Akouche. Bonjour Karim. Bonjour. Bonjour. C'est notre première expérience et peut-être qu'il y a, j'espère pas trop de ratés ou de soubresauts dans la diffusion pour la CB. Nous sommes particulièrement heureux d'entamer ce nouveau type d'activité avec vous, Karim Akouche, parce que je crois que nous partageons aussi en tant que structure associative, en tant qu'ACB, le même goût pour les mots, pour la littérature, pour l'art en général et la culture. Mais aussi, je crois que nous allons parler de ce dernier livre pour lequel cet entretien a lieu, c'est-à-dire Déflagration des sens. Je crois qu'aussi, l'on partage beaucoup de propos tenus par votre personnage principal, Kamel Soutra, dont il sera question un peu plus tard. Je voudrais d'abord remercier l'équipe de Tête Verte TV, notamment Nadi, qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place de cette rencontre, sur un plan technique notamment, et pour la diffusion de cet entretien. Alors, pour animer cette rencontre, je serai donc accompagné de Lydia Aïd-Bouziad, qui est étudiante en littérature et qui a rejoint l'équipe de la CB depuis une petite année, avec qui on travaille sur bien des projets. Et je suis particulièrement heureux d'entamer avec elle cette première rencontre. Cher Karim Akouche, donc bienvenue à la CB, même si c'est de façon virtuelle. Vous étiez déjà dans nos locaux en octobre 2017 et vous fûtes invité à l'époque par Ares Kimetref pour votre livre La religion de ma mère, et que la vidéo de cette rencontre est disponible bien évidemment sur le site de la CB. Pour vous présenter très rapidement, je dirais que vous êtes un auteur plutôt prolixe et protéiforme, au sens où vous écrivez des romans. C'est votre troisième roman. Il fait partie d'une trilogie. Vous nous direz à quoi cela correspond. Vous êtes aussi un auteur de théâtre, un poète et aussi un essayiste qui publiait, vous avez notamment en tant qu'essai, vous avez publié, je crois, Lettre à un soldat d'Allah, voilà. Et en tant que chroniqueur, vous chroniquez dans de nombreux journaux, qu'ils soient français ou algériens, ou québécois. Tout d'abord, on constate une chose, effectivement, c'est l'éclectisme des formes d'écriture que vous avez choisies. Et ce livre correspond donc au troisième temps d'une trilogie, le troisième et dernier temps. Alors, ce livre, Déflagration des sens, raconte, je pense que ce qui est symptomatique dès l'ouverture du livre, et peut-être même dès la première phrase, c'est le ton, le style, qui pourrait heurter, qui peut enchanter, qui peut effectivement aussi provoquer une sorte de jubilation, parce que c'est un long monologue d'un Algérien, et qui raconte le présent de l'Algérie, et qui raconte peut-être l'élément central du livre, c'est-à-dire les frustrations sexuelles des Algériens et d'une société. Mais à travers ce récit, à travers le récit de cette frustration, à travers le récit de la description d'une société et du quotidien d'un homme, il y a peut-être des choses plus profondes dans ce livre, c'est-à-dire il y a quand même un rapport philosophique à l'histoire, un rapport philosophique au pardon, un rapport philosophique aux questions identitaires, et c'est un livre qui est bourré de références littéraires et théâtrales d'ailleurs, puisqu'il y a un moment une rencontre. Bon.
Je voudrais, avant de commencer d'entrer directement dans le vif du sujet avec Lydia sur le roman proprement dit, vous demander, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, votre formation, comment vous êtes venu à l'écriture? Ah, c'est une question très intéressante. En tout cas, je suis ravi d'être là. Et d'autant plus, on va avoir un échange axé notamment sur la littérature, parce que la plupart du temps, on met en avant ma dimension politique, alors qu'avant tout, je suis écrivain. Et d'ailleurs, à la base, je suis ingénieur. Hein. J'ai commencé par des chiffres, mais il y a eu une guerre, je dirais, philosophique et même physique entre le poète en moi et l'ingénieur. Parce qu'à un moment donné, lorsque j'étais jeune, je voulais devenir ingénieur. Et même mon père voulait faire de moi un ingénieur. Et cette guerre a fini par éclater, exploser, et l'écrivain a pris le dessus sur l'ingénieur. Donc, les lettres ont remplacé les chiffres. Vers quel âge, si je peux me permettre? Dites-moi. Oui, vers quel âge, si je peux me permettre? Donc, ça a commencé très très jeune, peut-être adolescent. À vrai dire, je suis né dans un pays où ma voix, la voix de ma mère, la voix de mon peuple est étouffée. Et je voulais gueuler comme un chacal, dire des choses. Je voulais devenir peintre, même à la base, parce que ma mère est potière. Mais j'ai commencé d'ailleurs à faire même des dessins. Dans notre village, j'ai fait des fresques. Dans notre village, j'ai même pris des cours à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Donc, je voulais devenir peintre lorsque j'étais étudiant. Mais à un moment donné, il y a des gens, des amis à moi qui ne comprenaient pas mon art. Parce que ce n'est pas évident, parce que je pratiquais de l'abstrait, et ce n'est pas évident de comprendre, de faire passer un message, quelque part. Et peut-être le goût de la peinture m'est venu de ma mère. Mais à un moment donné, il y a un changement. Je me suis dit, il faut que je dise ce qui me chagrine, parce qu'il y avait beaucoup de choses. J'ai vécu la décennie noire. Moi, je suis né vers fin 78, donc juste avant la mort de Boumedienne et juste avant également le printemps, avant le printemps berbère. Et j'ai vécu donc le printemps berbère, enfin enfant. Et après, il y a eu la décennie noire. J'ai vécu également le boycott scolaire, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu le printemps noir. Je suis quelque part un enfant du printemps noir. D'ailleurs, il y a des gens beaucoup de mes lecteurs se reconnaissent dans cette dimension engagée de mes personnages parce que, notamment dans la religion de ma mère, ont vécu le printemps noir. Moi, je suis un enfant du printemps noir, un enfant du boycott scolaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dimension engagée de mes personnages. Hein. Même si ce que j'écris, mes fictions ne sont pas des fictions politiques. Je ne fais pas de discours. Mais les entités que je fais intervenir dans mes livres sont des entités engagées la plupart du temps. Après, donc, il y a l'écrivain qui a assassiné l'ingénieur en moi à Montréal. Ça s'est passé à Montréal. Hein. J'ai fait une pièce de théâtre qui viendra fleurir ma tombe, qui a eu un relatif succès à la Place des Arts de Montréal. À l'époque, je travaillais à Lévis, une ville pas très loin de la ville de Québec. Et c'était le week-end, un dimanche matin, je me lève torturé par cette guerre entre l'ingénieur et le poète. À un moment donné, j'ai passé tout le dimanche avec cette guerre à l'intérieur de moi. Et je passe la nuit, je ne dormais pas. Normalement, je devais aller au travail le lundi. Et je me lève très très tôt pour écrire un message à mon patron et pour lui dire ou lui annoncer comme quoi je ne reviendrai pas, j'abandonne. Le poète en moi a pris le dessus sur l'écrivain. Ces derniers temps, j'ai remarqué, il y a les gens qui me suivent, ils mettent beaucoup plus en avant le militant en moi. Alors que dans mes chroniques, oui, je renie rien, je suis un militant, j'ai des convictions, mais je n'ai pas de certitude. Mais je refuse je dirais que l'engagement que peut contenir ma littérature prenne le dessus sur l'art, l'esthétique, la beauté, parce que quand je travaille, vous l'avez remarqué d'ailleurs dans
votre excellente critique de mon livre Déflagration des sens, moi je traque la phrase. Donc, derrière, quand on lit, on dirait que c'est facile, mais un travail, le rythme est important pour moi. Donc, j'aimerais que mes lecteurs également voient ce travail de recherche qui est derrière, qui se cache derrière mes œuvres. Oui. Eh ben, justement, moi, autant que lectrice, c'était la première phrase en fait qui m'a donné envie de continuer de lire votre livre. Et c'était captivant, c'était voire hypnotisant. Et j'ai beaucoup aimé les phrases très très courtes, les phrases trash, les phrases qui n'ont pas peur de dire à haute voix ce que tout le monde ne réussit pas forcément à dire en Algérie. Et moi, en fait, ça m'avait beaucoup captivée au début, mais après, je m'en suis un peu lassée parce que des fois, il y a des insultes qui reviennent à tous les coups et on se dit, bon, il faut changer de disque un peu de temps en temps. Mais voilà, c'est le seul petit bémol qui m'avait un petit peu laissé perplexe. Mais sinon, j'ai aussi une question, pourquoi un monologue et pourquoi pas pourquoi vous n'avez pas plutôt choisi de faire un roman classique avec une histoire, un cadre, un contexte il y aurait des personnages en action, mais là c'est plus un long monologue, il n'y a pas vraiment d'échange avec l'interlocuteur. Et deuxième question, au fond, qui est l'interlocuteur? Qui l'écoute? Est-ce plutôt le lecteur pour vous? Oui, deux questions intéressantes. Peut-être pour cette litanie qui revient, l'insulte, il y a une insulte qui revient d'ailleurs en kabyle, on le dit toz. Ouais, c'est pour peut-être montrer je dirais, c'est un personnage authentique. À vrai dire, voilà, je vais vous raconter comment est née cette histoire, et même aussi bien le fond que la forme. En 2017, je suis allé en Algérie pour faire la promotion de mon livre, La religion de ma mère. Le livre a été, au début, a été censuré, mes conférences ont été interdites. D'ailleurs, j'étais même chassé de... Et j'avais un ami qui me conduisait, une connaissance qui est prof à l'université, doit avoir maintenant 46 ans, à l'époque peut-être 33, 44. Et donc, je voulais le sonder sur sa vie, sa relation sentimentale, parce qu'il était célibataire, parce que je savais qu'il n'avait pas de copine. Donc, je lui ai dit, mon ami, alors, t'en es où sur le plan sentimental, sexuel même? Et il a hésité de me répondre. J'oublierai jamais, c'était au printemps, il y avait un coucher de soleil splendide. On revenait de Tigzirt vers Freha, donc pour rentrer à Tizi Ouzou, et on a vu de loin le Djurdjura et les collines, juste en bas. Et il ne répondait pas. Donc j'ai insisté, je lui ai dit, il faut que tu me répondes, comme tu es mon ami, je suis ton confident quelque part, c'est comme dans le roman d'ailleurs, Déflagration des sens. Il me dit, Karim, tu veux vraiment savoir la vérité? Je lui ai dit oui. Il me dit, Karim, à chaque fois quand je négocie ce virage, je bande. Je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, je confonds les collines et le dur avec le corps d'une femme étendu, les courbures d'une femme. Donc ça m'a frappé, je me suis dit ce jour-là, mon roman est né. Donc ce jour-là, aussi bien le fond que la forme sont nés là, ce jour-là. Je me suis dit, je dois traiter ce sujet. D'ailleurs, cette image, on peut la retrouver dans le roman. Là, j'ai le roman, c'est le mentir vrai d'Aragon, c'est dire des vérités avec des mensonges, et même des mensonges avec des vérités. C'est selon. Donc, on trouve cette scène, d'ailleurs, un extrait que j'aime personnellement, où il voit de loin, il confond, d'ailleurs, moi, je fais intervenir, je parle de Marilyn Monroe. Donc, il confond cette colline avec le corps de Marilyn Monroe, quelque part. Donc, c'est vrai, ce langage-là, cru, d'ailleurs, on ne va pas le retrouver dans d'autres livres que j'ai écrits. Il est né ce jour-là, je ne voulais pas pratiquer, à vrai dire, je ne voulais pas brider ma plume. Je ne voulais pas la castrer. Je voulais faire de ce personnage réel, un ami, le faire entrer dans une œuvre, faire de lui un personnage de fiction qui dépasse mon ami quelque part. Et
un personnage, comment on crée un personnage? C'est une sorte de puzzle. Un puzzle, c'est-à-dire on cherche des pièces un peu partout, on les monte pour créer un personnage. Peut-être il y a une part importante de mon ami dans ce personnage, mais également il y a d'autres personnages qui m'ont inspiré, d'autres connaissances qui m'ont inspiré ce personnage, notamment, d'ailleurs, en exergue, la dédicace du livre a été faite pour des étudiants, des amis de l'université Thésée Ouzou, parce que j'ai remarqué qu'il y a un fossé, des barrières entre le langage des hommes et celui des femmes. À travers cette œuvre, je me suis dit, c'est vrai, ça peut heurter certaines âmes molles, mais je me dois, autant qu'auteur, de dire ce vrai, et en même temps faire sauter ces barrières, sans avoir, à vrai dire, un projet, je dirais, politique derrière ou idéologique. Être vrai, c'est ça. Donc, pour répondre à votre question, la forme épouse le fond dans ce livre-là. Oui, donc, je pense. Oui. Je n'ai pas hésité beaucoup. J'aurais pu, par exemple, le titre, il y a l'histoire du bordel ambulant. Je peux créer des scènes comme ça, érotiques, m'amuser avec ça. Non, je me suis dit, c'est de la facilité. Non, je vais aller chercher autre chose. Autre chose. Si vous permettez, j'ai oublié la deuxième question. Vous pourriez me la répéter, la deuxième? Oui, donc je vous ai posé une question sur le monologue et surtout à propos de Kama Sutra, en fait. Est-ce que vous vous retrouvez à travers ce personnage? Est-ce que son attitude, est-ce que, disons, vous avez laissé une part de vous-même dans ce personnage, dans sa façon d'être, dans... Je suis partagé entre Gustave Flaubert et Rimbaud. Rimbaud dit je est un autre. Et Gustave Flaubert dit que Madame Bovary, c'est moi. C'est entre les deux, à vrai dire. Je partage beaucoup de choses, peut-être même pas beaucoup de choses, certaines choses du personnage, mais je est un autre. Et sincèrement, si vous me posez la question de, voilà, on va prendre tout le roman, on va le scruter pour chercher les parts de moi et celles qui ne sont pas de moi, je serais peut-être incapable de vous répondre, sincèrement. Parce que parfois, je pars de moi, mais ce n'est pas tout à fait moi. Ce n'est pas tout à fait moi parce que peut-être, un exemple, mon personnage se retrouve à Barcelone. Est-ce que moi, je suis allé à Barcelone? Peut-être oui. Après, est-ce que lorsqu'à un moment donné, on rencontre cette chanteuse gitane, est-ce que moi, je l'ai rencontrée? Non. Vraiment, il y a tout ça. Donc, ça dépend. C'est des choix à faire. C'est des choix à faire. Alors, juste encore une question sur le style. Donc, votre livre est truffé de références à des auteurs. Et notamment, vous évoquez ces auteurs que vous appelez cinglés, qui ont sans doute dû vous aspirer dans la rédaction de ce formidable travail d'écriture, parce que je pense qu'il y a un formidable travail d'écriture derrière, cette apparente facilité qui retient ces auteurs cinglés. Alors, c'est Miller, Bukowski ou Kostler, etc. Et il y a un double phénomène, c'est-à-dire que j'ai l'impression que sur le plan stylistique, c'est un énorme travail. Vous parliez de Flaubert tout à l'heure, je pensais à Flaubert et à son gueuloir, comme si effectivement, lorsque vous écrivez, il fallait effectivement sonner juste au niveau finalement de l'oralité. On est dans un monologue oral. Donc il y a à la fois le phénomène du gueuloir, peut-être même du déversoir, comme un trop-plein qui doit absolument sortir. Et pour le coup, notre personnage, Kamel Soutra, qui roule en voiture vers le sud et qui est accompagné d'un ami, qui l'enregistre. Et plusieurs fois, dans le roman, il lui demande de bien vérifier qu'il enregistre bien. Comme si, finalement, il était important à la fois de gueuler et de témoigner. Oui, une remarque intéressante, c'est, je crois, il y a une question de dosage entre la grande histoire, par exemple l'histoire de l'Algérie, avec un grand H, et la petite histoire du personnage. Pourquoi il voulait se faire enregistrer, raconter sa vie? Parce que l'histoire officielle algérienne a falsifié l'histoire de son peuple et également son histoire à lui. Donc, il y a cette urgence de raconter sa vie, de raconter sa vie pour D'ailleurs, à un moment donné, il dit, voilà, lorsqu'il arrive à la fin du roman, il dit, voilà, le roman tient sur ses pattes.
Donc, il est prêt à être livré chez l'éditeur. Il va occuper les devantures des librairies quelque part. Donc, il a besoin, parce qu'il n'existe pas. Le problème de moi, personnellement, et même de mon peuple, kabyle, berbère, etc., on vit en marge de l'histoire quelque part. On survit. D'ailleurs, j'écris quelque part pour ne pas mourir, pour ne pas disparaître. J'écris également pour coudre mes blessures avec la pointe de mon stylo quelque part. Dire des choses pour éviter de disparaître. Et mon personnage, pas tout à fait mon double, mais un peu c'est moi, un peu vous, un peu même si Lydia, les téléspectateurs, parce qu'il y a quand même une dimension universelle dans le roman. Ce n'est pas un roman, même si ça raconte une histoire, je dirais locale, mais pour aller à l'universel, il faut partir du local, parce que ces déchirures, ces blessures, ces colères, ces déceptions, on les retrouve un peu partout. C'est ça. Donc, il y a mon personnage raconte une histoire simple, mais derrière, il y a également, tout à l'heure, je parlais de la guerre entre l'écrivain et le poète, mais il y a également, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a également une guerre entre le passé et le présent. Sans crier gare, le personnage parle du présent et raconte ce qu'il voit avec son ami qui l'accompagne, mais en même temps, sans crier gare, il fait un saut dans le passé. À un moment donné, donc, il y a comme les temps se télescopent quelque part. Donc, il y a une guerre. D'ailleurs, j'ai utilisé ce procédé dans La religion de ma mère, où je crois voir trouvé quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a une différence entre la façon, notre conception de voir le temps, nous, autant que berbères, autant que méditerranéens et nord-africains, si on le compare à l'Occident, par exemple. Parce que l'Occident a divisé le temps. Le temps en Occident est divisé. Le passé, le présent et le futur. Chez nous, d'ailleurs, mon personnage le dit dans le roman, il dit les morts ne s'en vont pas, ils restent avec les vivants. Mon village natal, ça m'arrive, lorsque j'étais jeune, avec des amis artistes, on faisait des concerts, des mini-concerts dans le cimetière. Donc, même comme chaise, comme banc, on utilisait même les tombes. Donc, il y a quand même un rapport avec les morts très intéressant. Voilà, je crois, j'extrapole un petit peu, mais je ne sais pas ce que j'ai répondu. Non, mais on reviendra sur cet aspect quasi philosophique du livre, parce qu'effectivement, c'est extrêmement riche, c'est complètement, même pas libre, c'est le terme que vous utilisez, que le personnage utilise, divagant. Et avant d'en arriver à ces questions philosophiques, littéraires, la place de la littérature dans votre travail et dans votre vie d'intellectuel engagé, il y a quand même l'aspect central du livre, c'est la sexualité. C'est le fait qu'on est un homme d'une quarantaine d'années qui est toujours puceau, mais dans son livre, il a quand même beaucoup d'expériences et de rencontres, si ce n'est amoureuses, en tout cas sexuelles. Oui, il y a une dimension platonique de ces relations. C'est-à-dire, il est dans la théorie et pas dans la pratique, quelque part. Et malheureusement, à vrai dire, il y a beaucoup de fossés au sein de notre société, entre les hommes et les femmes, entre les personnes âgées et les jeunes, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, entre le désert et la Méditerranée. Il y a vraiment partout, il y a des fractures. L'Algérie est une nation fracturée. Il faut oser le dire, il faut le dire. Si on veut vraiment regarder l'Algérie avec des yeux clairvoyants, il faut oser dire les choses. Ne pas tourner autour du pot. Dire des choses, ce n'est pas pour faire du mal. Dire des choses pour bien régler nos maux, pour bien passer à autre chose, pour bien faire notre révolution quelque part. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe en Algérie, et même depuis, on va dire, moins de 2 ans, 18 mois à peu près, la révolution, l'Irak, au début, je me disais, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Mais j'étais un petit peu méfiant parce que j'ai quand même vécu en Algérie 23 ans et je me renseigne souvent sur ce qui se passe là-bas. Et il y a toujours des tabous.
Il y a toujours des tabous, il y a des sujets tabous qu'on n'a pas le droit d'aborder. La psychanalyse, la sexualité. Je suis désolé, on ne peut pas faire de révolution politique si on ne fait pas de révolution des mentalités. Pour éventuellement parler comme mon personnage, on ne peut pas faire de révolution des mentalités si on ne fait pas de révolution, entre guillemets, de la braguette, qu'on le veuille ou non. Il faut parce que c'est quelque chose, d'ailleurs, l'incipit du roman d'entrée des jeux, il commence, on ne peut pas réfléchir les couilles pleines, il cite Maslow, la pyramide de Maslow, très connue, tout le monde l'applique. Si les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, on ne peut pas produire de pensée. Moi, peut-être l'avantage que j'ai, parce que peut-être en vivant, là je vis en Amérique du Nord, peut-être, entre guillemets, ces besoins physiologiques, quand je dis les besoins physiologiques, il n'y a pas que la sexualité, il y a autre chose. Il y a la nourriture, il y a l'appartement, il faut avoir où se loger. Il y a également l'eau, le chauffage, etc. Mais si on n'a pas ça, on ne peut pas, à mon avis, ça va être très difficile de produire une pensée politique et révolutionnaire. C'est pour ça, moi, je fais la distinction entre la révolution et la révolte. D'entrée de jeu, enfin, dès le départ, lorsque j'ai écrit, d'ailleurs dans Marianne, un texte sur ce qui se passait en Algérie, je disais, voilà, à un moment donné, il y a des mais, il y a les mais. Le premier mais, c'est qu'on ne peut pas bâtir une nation avec la moitié du peuple, c'est-à-dire il faut faire participer les femmes. Donc, en ce moment, qu'on le veuille ou non, la femme algérienne rase les murs. Je suis désolé, il faut le dire, n'a pas tout à fait sa place. Et l'autre, c'est le racisme linguistique également, il faut le dire, il y a quand même un déséquilibre entre l'arabité et la mazérité également. Le fédéralisme, c'est un concept tabou en Algérie, et même ceux qui se disent démocrates en Algérie n'osent pas dire qu'en quoi le système fédéral pourrait marcher en Algérie. Donc c'est tabou. Il y a la laïcité également, qu'on le veuille ou non. En ce moment, l'islam est religion de l'État. Il faut évacuer l'islam de l'État. Donc il y a beaucoup de choses à traiter. Donc mon personnage, d'ailleurs, sans tenir un discours politique, lui dit ce qui lui fait mal. Et il le dit, il essaie de le dire avec poésie, de ses tripes, de ses entrailles, sans faire de discours. Mais derrière tout ça, il y a une œuvre, il y a une forme, il y a le fond et la forme. Il ne faut pas oublier la forme, c'est important pour moi. Oui, je pense qu'elle est même essentielle. Lydia, tu veux poser une question, je crois? Alors, parlons de la moitié du peuple. Je m'excuse, juste, je vous entends un peu loin. Ah, d'accord. Je crois. Là, vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. Donc, en parlant de la moitié du peuple, comme vous dites, moi, autant que lectrice, en tant que femme, j'ai été surtout frappée par l'objectif. Enfin, c'est comme si un peu qu'on objectifie un peu le corps féminin dans ce texte. Enfin, lui, le personnage. Il parle des formes, il parle de seins, il parle des membres féminins, etc. Il parle de sa beauté. Il parle d'amour, mais comme il voit ça un peu comme un fantasme, comme quelque chose peut-être qu'il vivra un jour, mais ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant. Là, c'est surtout pour lui urgent, entre guillemets, de baiser en quelque sorte. Et on ressent en fait cette frustration chez le personnage parce que ça revient souvent, on parle de ça souvent. Mais je vous avoue, moi, ce qui m'a gêné le plus, c'était quand il parlait de femmes, il parlait forcément de putes, de bordel. Voilà, c'était des catins, etc. Mais la présence dans ce livre est assez... on sent qu'elle est un peu objet là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il reflète la réalité. Parce qu'il ne connaît pas la femme, à vrai dire. Il ne la connaît pas de l'intérieur. Même si à un moment donné, lorsqu'il rencontre, entre guillemets, la prostituée, moi, je trouve l'échange est intéressant. À un moment donné, quelque part, il dit à la femme, là, vous êtes une révolutionnaire. Il
il dit à la prostituée, il dit, ce que vous faites, c'est un travail de révolutionnaire quelque part dans un pays, voilà, où il y a l'intégrisme règne un peu partout quelque part. C'est-à-dire, vous me sauvez, vous êtes l'amour qui sauve. Je n'ai pas oublié l'expression qu'il a utilisée. Vous êtes quelque part l'amour qui sauve. Parce qu'il n'a pas trouvé, il a essayé d'aimer, impossible. Même s'il a aimé, mais c'était un amour platonique à un moment donné. C'est ça. Mais ne confondons pas, encore une fois, l'auteur avec le narrateur. Le narrateur, c'est le personnage central, et le personnage central a vécu beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, il veut être vrai. D'entrée de jeu, d'ailleurs, il le dit. Il veut être vrai, il ne veut pas mentir à son ami. Et d'ailleurs, à un moment donné, parfois même, il est en contradiction totale avec son ami. Il veut tenir un langage vrai, se raconter, mais derrière, c'est vrai, il y a cette part où, entre guillemets, femme-objet, mais il y a l'autre part où il idéalise la femme, où il dit que c'est la femme qui sauvera son pays quelque part. Il le dit quelque part. Donc, c'est vrai, mais il voulait être vrai, ce personnage. Il ne voulait pas mentir. C'est ça. Comment vous avez travaillé justement cette écriture? Quel effort cela a comporté pour vous? Comment vous avez réussi finalement de bout en bout, parce que c'est un long monologue, à tenir le rythme, à faire en sorte que, bon, il y a la densité du propos, même si ça va, entre guillemets, dans tous les sens, ça divague, mais il y a quand même effectivement une tenue stylistique qui semble comme ça facile, parce qu'on est dans le domaine de l'oralité, et qui a dû exiger, enfin, j'imagine, du travail, de l'écoute de votre propre écriture, etc. Tout à l'heure, vous avez parlé de Flaubert. Oui. Moi, je travaille beaucoup avec la voix, donc je m'enregistre. Le rythme est très important pour moi. D'ailleurs, la musique, moi, je la vois partout. Dans la peinture, je la vois, la musique. C'est-à-dire, ce qui est important dans une œuvre picturale, par exemple, ce n'est pas seulement la lumière, l'ombre est important. Dans le théâtre, le silence est important. Et dans mes phrases à moi, le point, parfois, est plus important que le mot. Et je travaille avec le rythme, c'est important. Il y a une dimension également incantatoire. C'est-à-dire, c'est pour ça, Lydia me disait tout à l'heure, il y a des mots qui reviennent parfois, mais c'est voulu, pour tenir le rythme, pour rappeler qu'en quoi il tient toujours son roman. Le travail, à mon avis, je me suis dit, c'est un roman, mais en même temps, au moment où il parle, puisque c'est un monologue, le roman va se faire en même temps. C'est-à-dire, le roman, le lecteur va suivre l'histoire, parce qu'il y a l'élément déclencheur. Après la fin, il arrive à la fin. Mais en même temps, au même moment, il va fabriquer son roman. Donc, en l'écrivant, moi, ça m'arrive de me surprendre. Hein. J'arrive à créer quelque chose, je me dis, c'est très intéressant parce que c'est un défi. C'est un défi parce qu'on peut facilement lasser le lecteur et d'autant plus, son ami, son compagnon ne parle pas. Il parle à sa place. Et je me suis dit, je vais innover. J'ai pris ce risque-là. Je me suis dit, c'est un risque intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'acte d'écrire, c'est la contrainte. Moi, je l'ai vécu récemment. Hein. Je donne des ateliers d'écriture à Montréal, notamment avec le musée Pointe-à-Calière, ici un grand musée, et le ministère de la Culture. On a écrit un livre avec 50 élèves l'année dernière de la diversité sur l'histoire d'un événement historique très important ici à Montréal, l'histoire de la Grande Paix de Montréal. Lorsque les Autochtones, les Amérindiens, sont venus des Grands Lacs, des États-Unis, du Canada, l'Ouest canadien, jusqu'à Montréal pour signer le traité de la Grande Paix avec les Français. Et on m'a proposé, donc il y a le musée Pointe-à-Calière qui m'a proposé ce projet. Karim, tu dois me faire ce projet avec 50 jeunes. Les jeunes qu'on m'a donnés sont des jeunes qui venaient juste de débarquer à Montréal. La plupart viennent de Syrie, du Moyen-Orient, et d'autres de l'Amérique latine. Et c'est des jeunes, des adolescents qui ne parlaient pas vraiment le français. Et comment faire? Donc, lorsque je les ai rencontrés la première fois, j'ai fait le point avec mes responsables du musée Pointe-à-Calière,
Ils avaient peur. Lorsque je leur ai annoncé, ces élèves, ces 50 élèves ne maîtrisent pas le français. Et paniqués parce qu'ils ont obtenu de l'argent du ministère, tout est acté, donc il faut comment faire? Annuler le projet avec ces jeunes. Je leur ai dit, non, on va faire avec. J'aime la contrainte. La contrainte est intéressante dans la création. Et j'ai trouvé l'idée, on a utilisé des dictionnaires, donc arabe-français pour ceux qui sont venus de Syrie, et ceux qui viennent de l'Amérique latine, on a utilisé espagnol-français. Et on a écrit un texte, un chant poétique pour raconter ce périple des Amérindiens, très intéressant. D'ailleurs, récemment, il a reçu le prix des musées du Québec, le prix d'excellence. Donc c'est très intéressant, la contrainte est intéressante, j'aime faire ce genre de choses. Et je ne sais pas également si vous avez remarqué, puisque vous voulez en savoir davantage sur le style, les clichés. J'ai traqué les clichés également. Moi, j'adore faire ce jeu. D'ailleurs, ceux qui peut-être qui nous écoutent veulent écrire ou écrivent. Il y a une technique très intéressante. Au lieu de dire, par exemple, je cite, hein, j'ai écrit ça dans Toute femme est une étoile qui pleure. Au lieu de dire se tenir la tête à deux mains, je dirais autre chose. Je prends le cliché se tenir la tête à deux mains. Je vais briser ça. Je vais chercher quelque chose de plus intéressant. D'ailleurs, qui me viendrait de mon vécu à moi, c'est au lieu de dire deux mains, 10 doigts. Regardez l'image, 10 doigts. Par exemple, quand il y a une tragédie, voilà, les funérailles de quelqu'un, nos mamans à nous, nos grand-mères, comment elles pleurent, elles ne se tiennent pas la tête à deux mains, mais plutôt à 10 doigts. Donc, je brise le cliché pour aller chercher quelque chose de plus puissant et qui viendrait de mon vécu quelque part. Donc, il y a tout un travail derrière. Moi, je retravaille beaucoup mes textes. Et le rythme est important. Donc, c'est un défi, tenir quasiment 200 pages, cette histoire, un monologue, mais il y a une autre technique, donc le retour en arrière, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas également si vous avez remarqué, il y a, peut-être à la moitié du livre, si voulu de ma part, et il va raconter son passé, il va se mettre à raconter de manière un peu classique, je dirais, son histoire pour ne pas lasser le lecteur. Après, à un moment donné, pour la chute, je reviens vers le début, le même rythme. Le rythme est toujours là, mais je dirais les dernières pages et la moitié du roman, c'est la même chose. Mais il y a une partie où pour surprendre le lecteur, je le prends par la main, je lui dis, suis-moi, je vais te montrer voilà, ce que j'ai vécu, enfin le narrateur, à Paris, à Toulouse, à Bruxelles, à Barcelone, à Oran et en Kabylie, c'est ça. Mais justement, on a beaucoup parlé du personnage principal, on a beaucoup parlé de Kamel, et on sait qu'il parle à quelqu'un, il y a un interlocuteur dans tout ça. Mais au fond, qui est l'interlocuteur? Est-ce le lecteur pour vous? Qui est l'interlocuteur dans tout ça? Oui, peut-être c'est le lecteur, hein. Je pense au lecteur. Donc, je crois qu'il a plusieurs visages. Il y a le lecteur, il y a lui-même également, son miroir brisé, embué quelque part, mais son ami également. Parce qu'à un moment donné, il raconte beaucoup de choses. Ils ont vécu des choses. D'ailleurs, il y a un passage que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. Moi, l'amitié, c'est important, c'est capital. C'est capital l'amitié pour moi. À un moment donné, il parle à son ami, il parle de l'amitié, de leur enfance. L'enfance que j'ai vécue quelque part. On s'amusait avec des seringues, avec des batteries d'acide. On a vécu toutes sortes de choses. On n'avait pas de jouets à l'époque. Donc, on était des artistes quelque part. On créait nos propres jouets quelque part. Et moi, j'ai gardé une amitié, mon amitié, mes anciennes amitiés jusqu'à maintenant. Et quelque part, mon personnage, ce livre-là également, c'est une histoire d'amitié également. Même si on ne le voit pas, il a un nom, mais il ne parle pas. Mais il ne l'a pas fait pour censurer son ami. C'est pour peut-être c'est pour garder cette fluidité. En même temps, c'est quelque chose d'original. Moi, j'adore ne pas prendre des risques, essayer quelque chose. Parce que je prends en littérature, je peux me tromper, peut-être
Mustapha dirait, peut-être il a vu ça quelque part, même vous. Moi, en tout cas, ce procédé-là, je l'ai vu nulle part ailleurs. Donc, j'ai essayé d'apporter quelque chose à la littérature. À mon niveau, hein, donc je reste humble. Hein, donc oui, je pense que c'est réussi. Pour moi, ce roman est une réussite. Et d'abord une réussite d'écriture. Et bien évidemment, des thèmes qu'évoque dans son monologue ce personnage qui se appelait Kamel Soutra ou Al Pacino du Djurdjura. On va, si vous le voulez bien, parce que finalement le temps passe vite, et aborder un certain nombre de thèmes qui sont justement abordés par votre personnage. D'abord un aspect philosophique, il y en a plusieurs, mais au moins un. Il revisite finalement cette fameuse dialectique du dominant et du dominé. Et pour lui, finalement, il tient plus de la Boétie peut-être que de la lutte de classe. Et ça explique d'ailleurs ou ça a un lien en tout cas, avec une citation que vous donnez en exergue, selon laquelle, plutôt que de faire la révolution, réforme ton cœur. Est-ce que cette dimension quasi philosophique, ce rapport à l'histoire, vous parliez tout à l'heure du rapport au temps et aux morts, etc., est quelque chose d'important ici, et qu'est-ce que cela sous-tend? Oui, la dimension philosophique est importante dans le livre. Je crois, si on peut prendre plusieurs paragraphes, on va trouver, donc c'est condensé, il y a des images poétiques, juste à côté des pensées philosophiques, de la philosophie, il y a le rythme, il y a également quelque chose qui se passe, de l'action. Je crois, c'est voulu de ma part, donc on prend un paragraphe, on peut trouver de l'action, de la philosophie, et des images poétiques. Donc, c'est voulu de ma part. Pour revenir à la Boétie, parmi les textes qui m'ont marqué, il y a le discours de la servitude volontaire, la Boétie. Pourquoi? Parce que ça me parle beaucoup autant que kabyle, et aussi parce que, même s'il était très jeune lorsqu'il a écrit le livre, je crois 17 ans, 16 ans, hein, il a vu qu'en quoi la tyrannie n'existe pas réellement, la tyrannie. C'est la servitude volontaire. Il faut remplacer la tyrannie, le concept de tyrannie, par la servitude volontaire. Parce que le tyran existe. Pourquoi il existe? Il existe parce qu'il y a l'esclave qui accepte volontairement cette tyrannie. Donc, au lieu d'accuser le tyran, il faut que l'esclave, quelque part, s'accuse lui-même. Pour qu'il se libère, donc il doit accepter quelque part son statut de soumis, voilà, pour qu'il se libère. D'ailleurs, les femmes ont arraché leur droit au vote parce que, et à un moment donné, ils se sont rendus compte que, voilà, l'homme les a infériorisés quelque part. Donc, et à un moment donné, ils ont fait le bilan, ils se sont dit, voilà, puisque l'homme, on n'est pas au même niveau, c'est-à-dire, on met de côté l'homme, on accepte notre dimension, comme quoi on n'a pas le même statut que l'homme, c'est-à-dire on est infériorisé, comme ça on va se libérer. La Boétie, après, il n'y a pas que la Boétie, il y a d'autres références philosophiques, il y a même parfois de l'improvisation de la part du personnage, créer ses propres parfois il va dans un délire mais maîtrisé de sa part, il va essayer d'inventer par exemple un moment donné sur la mort. Je l'ai pris de nulle part. À un moment donné, il dit que la mort n'existe pas. Ce n'est qu'un mensonge inventé par les religieux. Après, il va délirer. Parfois, la philosophie, c'est faire du Beethoven, quelque part, mais avec des idées. Faire de la musique à la Beethoven avec des idées. C'est ça la philosophie, quelque part. Mais après, on délire un peu, on regarde, surtout quand on écrit une fiction ou un essai, on a le temps de se relire. Et dès que la mort donc n'existe pas, ce n'est qu'un concept inventé par les religieux. À un moment donné, il dit, ce n'est également qu'un voyage que les êtres humains prennent pour l'éternité. Il improvise et fait sa philosophie.
On peut trouver ça léger, mais c'est un langage improvisé de mon personnage. Donc, pour montrer un autre exemple de la dimension philosophique que contient le roman. Juste, comme le temps passe très vite, on ne pourra pas aborder tous les thèmes auxquels nous avions pensé. Je pense notamment à d'autres sujets comme l'importance des mots, l'importance de la littérature comme résilience, l'importance, quelques, entre guillemets, si j'ose cette expression qui n'est peut-être pas politiquement correcte, têtes de Turc qui apparaissent très souvent dans votre roman. Ce sont les romantiques, les moralistes. Bien évidemment, on parlera des islamistes, ce sera une des dernières questions, mais aussi les journalistes qui, on se demande d'ailleurs pourquoi, ils sont 2-3 fois comme ça attrapés au vol et dire un peu, comment dire, malmenés, quoi. Ils sont un peu bousculés, les journalistes algériens notamment. Bon. Il y a la question aussi philosophique, mais aussi sociopolitique, la tendance un peu moderne à la victimisation. Ça rejoint ce que vous disiez. Mais je pense qu'on pourrait essayer, dans les 10 dernières minutes qui nous restent, aborder au moins 2-3 sujets. L'islam. Vous avez cette citation, je vous cite, les versets du djihad ne sont pas tombés du ciel, camarades. Ils se trouvent dans le Coran et les hadiths. L'islam est malade, les racines de la violence sont dans le texte. Ne me censure pas, laisse-moi jaboter. L'islamisme est le vrai visage de l'islam, du moins son avatar incandescent. C'est comme l'eau et la vapeur. Ce qui diffère, c'est seulement la température. L'islamisme, c'est l'islam en ébullition. L'islam, c'est l'islamisme mis au frigo. Je rêve d'une version abrégée du Coran où les sourates violentes auraient été expurgées. Dans une certaine mesure, vous rejoignez la démarche d'un certain nombre d'islamologues comme Harkoun ou d'autres, etc., qui veulent tendre vers cette relecture ou cette relecture, disons, du Coran. Oui, c'est très important. Il faut que la part de lumière qui existe dans l'islam prenne le dessus sur la part des ténèbres. Et le dire, ce n'est pas être islamophobe. D'ailleurs, le concept d'islamophobie me dérange un petit peu parce que c'est un concept vague. Moi, je l'ai divisé en 3 parties. S'il s'agit de la haine du musulman, c'est un délit, donc c'est des êtres haineux qu'il faut condamner quelque part. Après, s'il s'agit de la critique du texte, pour certains, c'est un texte divin, pour d'autres, non, c'est un texte qu'on a le droit de critiquer également. Moi, je suis pour la critique de l'islam. Donc, c'est un droit. Et combattre le djihadisme et l'islamisme, moi, j'invite, entre guillemets, même si c'est un cliché, les bien-pensants, à se joindre à nous pour que l'islam des Lumières, entre guillemets, triomphe de l'islam des ténèbres. Et le problème, c'est que nous vivons une époque où le puritanisme, notamment anglo-saxon, prend le dessus sur tout et partout. Parce que celui qui détient l'économique détient la sémantique, et celui qui détient la sémantique détient l'idéologique. Et là, d'ailleurs, en ce moment, là, peut-être je vais extrapoler un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, vous connaissez peut-être probablement le concept d'appropriation culturelle. On peut censurer quelqu'un parce qu'il traite un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Lepage ici, connu dans le monde, un dramaturge connu mondialement, un dramaturge québécois, a été censuré parce qu'il a traité du sujet des autochtones. Alors que la façon comment il l'a traité, c'est pour rendre hommage aux autochtones quelque part. Et il y a certains, notamment entre guillemets, d'extrême gauche, qui ont fait tout pour le censurer. Et c'est une pensée très dangereuse pour notamment l'art et la liberté d'expression qui vient des États-Unis, des universités américaines. Et voilà, il y a ça. Donc, pour l'islam, pour revenir au sujet, donc le Coran et les hadiths, si on veut vraiment que l'humanité vive en harmonie avec elle-même, il faut qu'on se dise des choses. L'Église l'a fait par le passé, et même il y a un travail à faire pour l'Église, notamment la place de la femme au sein de l'Église également, il y a des choses à faire. Mais nous devons aborder tous les sujets sans tabou, tout se dit, sans haine. Moi, ma mère est musulmane, donc mon personnage, quand il tient ce genre de propos,
Il le fait pas contre ma mère. L'être que j'aime le plus au monde, c'est ma mère. Donc, et ma mère ne m'a jamais traité m'a jamais traité d'islamophobe, son fils. Donc, si je le fais, si je le dis, je dirais, par vérité, par honnêteté intellectuelle. Et je ne le dis pas pour blesser. Et je n'écris pas pour plaire ou déplaire, faire du buzz. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'essaie de dire des choses. Déjà, c'est un travail, je dirais, personnel très important. Moi, l'acte d'écrire, c'est un acte spirituel pour moi. C'est pour ça, peut-être, que je n'ai pas de religion. Ma religion n'est pas transcendantale, c'est une religion, je dirais, horizontale. Il y a Épicure, Sénèque, il y a les proverbes de ma mère, les chanteurs kabyles, la philosophie orientale, extrême orientale, latino-américaine, etc. Donc, c'est une sorte je dirais, un mélange de beaucoup de philosophies. Et donc, si je tiens ce genre de propos dans un livre, notamment de fiction, et même dans un essai ou une chronique, ce n'est pas pour blesser, je le fais par honnêteté intellectuelle. Et nous devons regarder les choses en face. Si on veut régler un problème, il ne faut pas le fuir, il faut l'affronter. Et l'affronter, s'il faut, avec des mots, donc avec philosophie, et non avec des armes. Je suis pour la guerre des idées et non avec la guerre avec les armes. Voilà. Et pour revenir, très important, vous me permettez de terminer, parce qu'il aborde quelque chose de très important qui me tient à cœur, sur le pardon. Le pardon, parce qu'il y a toute une partie de mon personnage, je crois, lorsqu'il va se retrouver à Bruxelles, il va se rappeler sa mère, les propos de sa mère. Lorsqu'il est allé en France, la veille de son départ, sa mère lui dit, alors que mon personnage, enfin son grand-père, donc le père de sa mère, a été victime du colonialisme français. Sa mère, la veille de son départ pour la France, sa mère lui dit, mon fils, tu vas aller en France, mais ne pars pas avec un esprit de vengeance. Pardonne, n'oublie point. Donc, pour revenir à la philosophie, ça me vient parce que j'aime Mandela. À un moment donné, j'ai aimé Václav Havel. Gandhi, Václav Havel et Mandela ont convoqué lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont convoqué leurs bourreaux pour leur dire « Maintenant, j'ai besoin de vous pour qu'on bâtisse notre pays, pour qu'on sorte du ressentiment. » Parce que le ressentiment, on ne peut rien bâtir avec le ressentiment, avec la haine. Donc, moi, je m'inscris dans ça. Et quand je dis ça, c'est pas il y a des gens qui verraient Karim pardonne. Oui, je pardonne, mais je n'oublie point. Il y a eu le colonialisme français. C'est une page sombre de l'histoire, de notre histoire respective, de part et d'autre. Mais il faut l'aborder avec sérénité, avec philosophie, s'il faut, avec hauteur d'esprit. Donc, je m'inscris dans le pardon. C'est très important pour moi. Oui, je vous écoute. D'accord. Moi, j'ai une autre question concernant l'avant-dernier roman qui était La religion de ma mère. Et je sais que c'est un livre, un roman qui a fait beaucoup écho dans le monde entier et surtout en Algérie. Moi-même, j'en avais entendu parler à l'époque quand j'étais à Alger et on en parlait un peu entre nous, entre étudiants. Et chacun avait son avis là-dessus. Moi, j'aimerais bien, enfin, je me demande comment est-ce que vous avez vécu toutes ces menaces. Comment est-ce que vous avez vécu cet exil? Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Oui, je l'ai vécu très très mal parce que j'étais obligé de partir en urgence de Tizi Ouzou parce qu'il y avait 2 agents qui sont venus me voir pour me demander de partir. Il fallait des Kabyles en même temps. Ils m'ont dit Karim, on aime ce que vous faites, mais il faut partir. Et au même moment, j'ai reçu un appel de Montréal. D'ailleurs, quelqu'un, je ne vais pas te dire son nom parce que c'est important pour sa sécurité à lui, parce qu'il connaît quelqu'un d'influent, un général à vrai dire. Un général, donc il l'a appelé. Lui, il demande à mon ami, il dit, est-ce que vous connaissez, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vient du Canada, donc de Montréal, est-ce que vous le connaissez? Et comme par hasard, cet ami me connaît, il m'appelle. Donc, c'est plusieurs choses. Il y a les 2 agents qui sont venus, mon ami de Montréal qui m'appelle, qui est quelqu'un de sa famille, c'est un général. Donc,
beaucoup de choses, j'ai dû partir en urgence. Donc, je l'ai vécu très, très mal. Je me suis retrouvé à Paris. Voilà, mes conférences ont été censurées, mais je me suis dit, c'est une leçon et je ne regrette rien parce que j'ai écrit des textes qui, par exemple, le texte que j'ai écrit sur Bouteflika, ce pays gouverné par un mort, juste avant ou après, après le Irak arrive 3 ans ou 2 ans après, je me disais, je ne me suis pas trompé, en fin de compte. C'est-à-dire cette plume à la mitraillette, comme mon ami Gary Clan, un écrivain haïtien, l'a qualifié, je crois, mérite d'exister. Et en même temps, ça m'a donné de l'énergie pour aller encore écrire d'autres œuvres et aller loin. Après, je reviens toujours, je ne veux pas que la dimension, je dirais, militante en moi éclipse l'artiste, parce que je respire l'art. Partout, la façon comment je vis, comment je m'habille, je fréquente tout le temps les cafés, les petits détails m'inspirent. L'art, moi, je respire l'art. J'aimerais que l'art, d'ailleurs, ce qui est intéressant, peut-être je vais l'annoncer ici, l'année prochaine, si tout va bien, parce que j'ai terminé le roman, ça va être autre chose. Je parle du thème de la guerre, mais d'une manière, c'est un adolescent qui va raconter, et même la forme du livre va être autre chose. L'art, donc la dimension esthétique est importante, donc ça va être un roman peut-être de 500 pages, pour dire qu'en quoi mes lecteurs, il faut toujours surprendre, en même temps dire on peut écrire sur autre chose. C'est important. Sans qu'il y ait voilà, l'islam ou l'identité également, parce que parfois il y a l'identité kabyle. Parfois, quand on met l'artiste dans une étiquette, c'est pas évident d'en sortir. Donc, c'est très important de montrer qu'on peut faire tout. Pas tout, mais faire bien les choses, traiter. J'ai écrit par exemple un conte, J'épouserai le petit prince, ça parle d'autre chose. Il y a un peu de philosophie dedans. J'ai écrit Toute femme est une toile qui pleure, c'est un chant poétique qui a été joué au théâtre. Donc c'est autre chose, c'est autre chose. Oui, je crois qu'il serait difficile et limité, extrêmement même injuste par rapport à ce travail, que de limiter. C'est peut-être la question que vous posez à travers cela, parce que c'est la question de la réception et peut-être de l'instrumentalisation de l'écrivain. Vous êtes, vous, probablement un écrivain qui subissait ce genre d'avatar, comme peut-être Boualem Sansal, Kamel Daoud, un Majid Cherfi en France. On fait ça en lisant des auteurs comme vous, riches, prolixes, qui justement, par exemple, sur les questions de ce livre, La place de l'islam ou de l'identité qu'on a trop peu abordé aujourd'hui, qui sont présentes, mais n'occupent pas, si j'ose dire, tout le terrain. Sauf que certains lecteurs, certaines lectures, certains groupes vont aller puiser, vont faire leur marché chez vous. Comment vous pouvez réagir à ce genre de choses? Parce que c'est, à mon avis, quand même notre époque, quand même, qui subit une triple tyrannie. La tyrannie de la vitesse, de l'émotion et également je dirais, de la bien-pensance quelque part. Et quand je dis la bien-pensance, parce que de part et d'autre, on peut trouver des bien-pensants également. Moi, ce que je disais d'ailleurs au début, j'ai des convictions, je n'ai pas de certitude. Et quand j'écris, je me dis, j'essaye, d'ailleurs j'ai fait même une chronique où je compare le politique et l'écrivain, le poète. Je dis, le politique, ce qui l'intéresse peut-être la plupart du temps, là je généralise encore, hein, parce que le problème, quand on parle et quand on écrit, ce n'est pas la même chose. Quand on parle, on est pour affiner une pensée, ce n'est pas évident. Il y a un fossé en tout cas qui sépare la pensée écrite de la pensée dite. En tout cas, j'essaierai de répondre à votre question. C'est que un exemple simple, aujourd'hui, par exemple, dans la revue de Michel Onfray, j'ai accordé un entretien. Voilà, pour parler de mon œuvre. Je crois une dizaine de questions, si je ne me trompe pas. Et peut-être 8 questions, ça parle de mon œuvre et de moi. 2 questions ou 3 parlent de l'islamisme. Mais certainement, j'ai vu sur Facebook tout à l'heure, même sur Twitter, les gens vont prendre une phrase, ils vont la partager, alors que c'est très complexe. Il m'a posé une question, par exemple, sur l'islamisme à un moment donné. Je réponds, mais moi, je vis également en Amérique du Nord.
Il y a d'autres sujets qui m'intéressent, c'est le consumérisme. J'ai même écrit une pièce de théâtre que je n'ai pas encore publiée. Peut-être que je ferai jouer sur le consumérisme. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Parce que je connais. Présent dans ce livre. Ouais. Même, il y a je crois, dans le livre, il y a une critique. Oui. Autre chose, par exemple, il y a d'autres thèmes. Hein. Par exemple, pour moi, tous les thèmes se valent. L'histoire, j'ai écrit un conte, l'histoire d'un lièvre devenu lapin. Pour moi, c'est un sujet aussi pertinent qu'un sujet qui traite de guerre, de paix, de tolérance, de nazisme, je ne sais pas quoi, d'islamisme. Tous les sujets se valent pour moi. Donc, malheureusement, d'ailleurs, il y a plein, Kateb Yassine, à son époque, l'a vécu. Hein. Les communistes ont instrumentalisé l'œuvre de Kateb Yassine. D'ailleurs, on réduit Kateb Yassine à l'écrivain engagé alors qu'il a fait autre chose. Malheureusement, c'est le propre des récupérateurs. Mais d'un côté, ça fait du bien, ça met de la lumière sur un écrivain. Mais malheureusement, il y a l'autre part où ça nuit un petit peu au côté complexe de son œuvre. Merci Karim Akouche. J'espère qu'on aura contribué un peu à faire en sorte qu'on lise chez vous le poète avant de lire le citoyen engagé, ce qui est aussi une dimension importante, mais ce qui est encore plus important, parce que je pense qu'elle élargit encore davantage les horizons, c'est bien entendu la littérature et la poésie, et qu'elles portent des possibilités, elles offrent des possibilités aux lecteurs et aux lectrices de découvrir des horizons et peut-être d'aller un petit peu mieux. Je remercie l'équipe de Tader TV qui nous a aidés à construire cet entretien. J'espère qu'on se reverra, Karim Akouche, en présentiel, comme on dit de manière très barbare aujourd'hui, et à l'ACB ou peut-être ailleurs. À très bientôt. Merci à tous. Infiniment à l'ACB, à Lydia, à vous, Al-Mahdi qui est derrière les machines, et à tous les internauspectateurs. Si on peut les qualifier ainsi, c'est barbare encore, une expression barbare, mais merci infiniment. Merci. Merci.